Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Avec un invité exceptionnel dans ce studio. Bonjour Ahmad Massoud. Good morning and Bonjour. thank you so much for Merci having de me. m'avoir invité. Vous êtes le fils du commandant Massoud. Vous êtes porteur de la mémoire de votre père, résistant de l'oppression des talibans. Vous êtes une sorte de symbole aujourd'hui de la résistance afghane contre les talibans. Et la première question que j'ai envie de vous poser, Ahmad Massoud, c'est tout simplement comment va l'Afghanistan aujourd'hui? Quelle est la situation de votre pays? Sure. Well, unfortunately, after the collapse of Eh bien, Afghanistan, malheureusement, après l'effondrement du gouvernement afghan, et je dois le dire, le retrait irresponsable des troupes américaines d'Afghanistan, l'Afghanistan est un pays plus grand que la France géographiquement et pour la première fois de l'histoire de l'humanité, ce pays est entre les mains entières du terrorisme international et plus particulièrement du régime terroriste taliban. Les droits des femmes sont complètement opprimés et l'Afghanistan est devenu une véritable prison pour ses citoyens et un havre pour les terroristes. Comment les nouvelles vous arrivent-elles d'Afghanistan? well, still there are many people from Il faut voir qu'il y a inside encore fighting. des milliers de gens à l'intérieur du pays qui résistent de différentes façons. Il y a des femmes très courageuses qui se battent en manifestant dans la rue ou qui élèvent leur voix. Et puis, il y a des hommes très courageux qui se battent dans les montagnes. Il y a quelques 43 millions d'habitants qui sont évidemment malheureux sous la coupe terroriste des talibans. Je voulais évoquer la mémoire de votre père, le commandant Massoud, qui a été assassiné par les terroristes islamistes en 2001, quelques jours avant le 11 septembre. Nous avons retrouvé cette archive. Il était interviewé au journal d'Antenne 2, c'était en 1989. Quand les soviétiques étaient là, nous étions dans une position défensive. Après leur départ, il faut du temps pour passer à l'offensive. Sous des pressions diplomatiques, certains groupes de moudjahidines se sont lancés trop vite dans une guerre de position à laquelle ils n'étaient pas préparés. Ahmad Massoud, quel type d'homme était votre père, le commandant Massoud? Vous en parlez dans ce livre que vous publiez, Notre liberté aux éditions Bouquin. Si vous deviez le présenter à un auditeur trop jeune peut-être pour le connaître, que diriez-vous? Sure. Well, apart from just a father, a teacher, Bien sûr, c'était un père, un enseignant, un modèle pour n'importe quel fils. Ahmad Massoud était un homme qui figurait parmi les dirigeants exceptionnels, qui avaient une vision pour son pays, vision qui a cruellement manqué à notre pays depuis une vingtaine d'années. C'est un homme visionnaire qui a su, et c'est tout à fait exceptionnel, à sauver son pays de deux régimes totalitaires, les soviétiques, le régime soviétique, et deuxièmement les talibans, qui sont une autre forme d'extrémisme, ce qu'on n'avait pas réussi à faire au cours des 20 dernières années, avec pourtant des milliards de dollars et des soutiens internationaux, mais c'est cet homme visionnaire qui nous manque cruellement aujourd'hui. À mon sens, il pourrait y avoir toute sorte de leaders, de dirigeants, des managers, des gestionnaires de troupes militaires. Mais un visionnaire, c'est quelque chose de très rare. Et lui, c'était un visionnaire. Vous le décrivez comme un guerrier malgré lui, Ahmad Massoud. Comment est-il devenu un chef militaire alors qu'apparemment il se destinait à toute autre chose? I'm sure you know that my father before. Oui, effectivement. Mon père, avant de se retrouver au stade où il se rendait compte qu'il n'avait pas d'autre choix que de prendre les armes, il était ingénieur. Mon père était ingénieur et il avait étudié à l'école française à Kaboul et il n'avait jamais eu l'intention de se battre ou de résister. Et d'ailleurs, lui-même, à de nombreuses reprises, a répété que la guerre lui avait été imposée. De
même que pour moi. Les questions, disons, de résistance militaire ne font pas partie de mon expertise non plus, mais nous n'avions pas le choix, ni mon père, ni moi-même. Et d'ailleurs, il en va de même pour tout le peuple afghan qui s'est retrouvé contraint d'aller à la guerre après l'invasion russe. Mon père n'avait d'autre choix que de se tourner vers la résistance. Justement, comment vous racontait-il tout d'abord cette première guerre, la guerre contre les Russes, contre l'Union soviétique? La lutte contre les soviétiques et la lutte contre les talibans présentaient des ressemblances et des différences. Pour ce qui est des soviétiques, ce qui est important de voir, c'est que le peuple afghan à l'époque et l'invasion russe, tout cela a attiré évidemment l'attention du monde entier, en Europe, aux États-Unis, dans le monde arabe. Tout le monde était derrière le peuple afghan, tout le monde a appuyé le peuple afghan. Mais dans la lutte contre le terrorisme, et d'ailleurs c'est l'une des raisons pour laquelle mon père s'est rendu en France en 2001, beaucoup de gens minimisaient l'importance de cette lutte contre le terrorisme à proprement parler. Et dans cette deuxième partie de la guerre, lorsqu'il a fallu s'armer contre le terrorisme, ils étaient seuls, les Afghans. Et mon père s'est battu contre cette mouvance terroriste pendant les années 90. Donc la différence entre l'invasion soviétique et la lutte contre le terrorisme, c'est que dans un premier cas, il y avait le soutien de la communauté internationale et pas dans l'autre. Mais il y avait aussi l'idée folle des soviétiques qu'ils allaient pouvoir s'emparer de l'Afghanistan et ça aussi, c'est ce qu'on retient de cette époque, Ahmad Massoud. Mais oui, alors vous avez des puissances qui sont venues, d'ailleurs c'est arrivé, il y a de nombreuses puissances qui sont venues essayer d'envahir l'Afghanistan et sont repartis. C'est un peuple qu'on ne peut pas conquérir, même si les talibans pensent qu'ils vont pouvoir mettre la main sur le pays, c'est un mirage, ça n'arrivera jamais. L'Afghanistan ne peut pas être conquis par les puissances, même les superpuissances étrangères. C'est un pays en quelque sorte invincible et c'est ce que nous ont appris les guerres. Et ces jeux géopolitiques en Afghanistan doivent s'arrêter. Mais les pays, les puissances régionales, les superpuissances doivent se rendre compte de la situation et l'importance de la paix dans ce pays. Et oui, puisque les Anglais, les Russes bien sûr, les Américains d'une certaine manière n'ont pas réussi à rester en Afghanistan. Si vous deviez nous décrire ce pays, nous sommes à la radio, mais quelques images de votre pays, un pays qu'on imagine très montagneux, avec des régions difficiles d'accès. Si vous deviez le dire, Ahmad Massoud. I believe in all of these three occasions that you just mentioned. Eh bien, vous avez évoqué des circonstances qui ont traversé mon pays. Je crois que ce que constatent les forces quand elles arrivent dans notre pays, elles n'arrivent pas à lire les intentions, la détermination du peuple afghan, ce que veut le peuple afghan. Et par exemple, en 2001, lorsque mon père s'est rendu en France, il avait un message pour l'Occident, pour le monde entier, sur ce qui devait être fait en Afghanistan, mais personne ne l'a écouté. Et donc, vous avez eu des événements tels que évidemment, le 11 septembre et tout cela. Mais après cela, et malheureusement, et contrairement à tout ce qu'il préconisait, tout ce qu'il disait, on a eu des troupes qui sont venues dans notre pays et au lieu d'appuyer le peuple afghan qui voulait se battre contre le terrorisme. D'ailleurs, nous avons là aussi une archive où votre père, le commandant Massoud, était venu en France. C'était le 4 avril 2001, quelques mois donc avant son assassinat. En réaction à l'ingérence pakistanaise et au comportement chaque jour plus injuste des talibans, la résistance s'organise de plus en plus au sein du peuple afghan, toutes ethnies confondues. Tadjiks, Hazaras, Pashtuns, Ouzbeks, et bientôt vous serez témoins d'un soulèvement populaire contre les talibans. Alors tout est dit dans cette brève archive, Ahmad Massoud. Tout d'abord, le régime des talibans. Est-ce que les talibans étaient déjà comme ils sont aujourd'hui? Étaient-ils pires? Est-ce qu'on peut parler d'évolution de ce régime ou bien les talibans restent-ils ce qu'ils ont toujours été?
Justement, c'est malheureusement l'un des éléments clés de l'accord conclu avec les talibans à Doha. On a en quelque sorte blanchi les talibans au cours des dernières années. On les a appelés modérés, les talibans 2.0, etc. Alors que ce message de mon père, Massoud, a été porteur dans tout l'Afghanistan. Et on en a la preuve concrète, les talibans n'ont pas changé d'un iota, au contraire, ils se sont même empirés. Et à titre d'exemple, il ne faut pas oublier la guerre qu'ils ont menée contre les femmes en Afghanistan. Alors d'abord, c'était une guerre militaire. Maintenant qu'ils sont arrivés au pouvoir et qu'ils dominent Kaboul, cette guerre contre les femmes, c'est devenu des politiques systématiques à l'encontre des femmes. Donc les choses sont bien pires maintenant qu'elles ne l'étaient auparavant. Et de ce point de vue-là, elles ne se sont pas améliorées au cours des 2 dernières années. Et puis, votre père, dans cette archive, le commandant Massoud, parlait du Pakistan. Pourquoi le Pakistan est-il impliqué de manière directe et indirecte dans la situation, alors en 2001, de l'Afghanistan et puis encore aujourd'hui ? Eh bien, malheureusement, le Pakistan, déjà dans la guerre contre les soviétiques, mais également dans la lutte contre le terrorisme dans les années 1990, le Pakistan s'est dit que le monde devait passer par lui pour traiter avec l'Afghanistan, qu'il était un intermédiaire incontournable et que c'était au Pakistan de définir les politiques en Afghanistan. Et ce, au nom du monde entier. Alors, mon père avait un message très clair par rapport à cela. L'Afghanistan est un pays indépendant, un pays souverain, et le Pakistan doit respecter ce pays comme bon voisin, en quelque sorte, et doit cesser de se mêler des affaires de l'Afghanistan. Mais malheureusement, à l'époque, le Pakistan a refusé de se retirer. Au contraire, le Pakistan a investi très lourdement dans les talibans. Il y avait des milliers de soldats et même de simples citoyens pakistanais qui se battaient aux côtés des talibans contre nous, ce qui montre la participation, l'implication du Pakistan dans cette guerre contre nous. On voit cette présence systématique du Pakistan avec les talibans. Maintenant, ça se retourne contre eux d'ailleurs. Il y a quelques 90 attentats tous les jours maintenant sur le sol pakistanais. Et ça, c'est le retour du bâton. Ahmad Massoud, fils du commandant Massoud, est avec nous. On se retrouve dans une vingtaine de minutes pour évoquer le message que vous êtes venu apporter aux Occidentaux, votre vision de la situation de votre pays, l'Afghanistan. Votre livre, Notre Liberté, est publié aux éditions Bouquin. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Ahmad Massoud, vous êtes en visite en France, vous venez de publier Notre Liberté aux éditions Bouquin. Nous sommes en duplex avec Michael Barry. Bonjour. Michael Barry, vous êtes écrivain et universitaire, spécialiste de l'art islamique et du Proche-Orient, professeur à l'université américaine de Kaboul, et on vous doit notamment le Cri afghan à l'Asiatech, publié en 2021. Ahmad Massoud, pouvez-vous nous expliquer pourquoi les talibans, ce régime dont on voit les exactions chaque jour, dont on voit quel sort il a réservé aux femmes et plus généralement au peuple afghan, pourquoi les talibans se maintiennent-ils au pouvoir ? Merci de votre invitation. D'ailleurs, je tiens à saluer mon ami, un personnage extraordinaire, Michael Barry, que vous avez en ligne, et je tiens à lui adresser tous mes vœux. Pour votre question maintenant, les talibans, malheureusement, arrivent à se maintenir au pouvoir pour diverses raisons. L'une de ces raisons, c'est que le monde s'est détourné de l'Afghanistan, a décidé d'ignorer la situation dans notre pays. Et puis, en raison des jeux géopolitiques et géostratégiques entre les puissances régionales et les superpuissances,
Eh bien, on instrumentalise ces extrémistes justement pour jouer à ces jeux géostratégiques. Et puis, enfin, le peuple taliban ne veut bien sûr, le peuple afghan ne veut pas des talibans. Il a résisté, il s'est battu jusque dans les montagnes, au cœur des vallées de l'Afghanistan, mais le peuple est seul, comme dans les années 90. Si on vous dit par exemple que les talibans mènent aujourd'hui une politique atroce, mais que celle-ci a au moins une vertu pour certains Afghans, c'est le retour de la sécurité. Que diriez-vous, Ahmad Massoud? Pour ce qui est de la sécurité dans notre pays, je crois que c'était Abraham Lincoln qui disait que si l'on sacrifie la liberté pour la sécurité, au bout de peu de temps, on ne se retrouvera ni avec l'une ni avec l'autre. Et alors, peut-être que les talibans, en mettant en place un régime entièrement totalitaire et avec un système tyrannique, peut-être que dans une certaine mesure, les talibans ont réussi à faire régner une forme de sécurité. Mais en fait, à ce compte-là, c'est la Corée du Nord qui est un endroit les plus sûrs du monde, parce que la Corée du Nord est un exemple, et il en va de même de tous les États tyranniques. Là, vous avez les talibans qui, eux, ont provoqué l'instabilité en Afghanistan et qui maintenant se présentent en garant de la sécurité. En fait, non. D'abord, il y a des bandits, des voleurs partout. Alors, si on mettait les bandits à la tête de la police, est-ce que ça changerait les choses? Non, ça rendrait le vol systématique, c'est tout. Michael Barry, vous êtes un universitaire, un grand connaisseur de l'Afghanistan. Si vous deviez resituer justement le pouvoir des talibans dans l'histoire afghane, que diriez-vous? Je répéterai une vérité atroce parce que si souvent vérifiée, il est des mouvements politiques qui expriment une véritable résistance quelquefois, mais qui s'avèrent en même temps des mouvements épouvantablement réactionnaires. Je prendrai un des exemples les plus cruels, les Allemands, la minorité allemande de Tchécoslovaquie en 1938, qui était ouvertement hitlérienne, parce qu'elle projetait son salut politique, son identité ethnique dans un pareil mouvement. Donc, la conjonction terrible d'un mouvement de résistance et d'un projet politique réactionnaire existe. Cela ne veut pas dire que les talibans représentent l'ensemble de la population afghane, bien au contraire, puisqu'ils oppriment la moitié de la population afghane, c'est-à-dire les femmes, mais il n'empêche que comme d'autres mouvements extrémistes qu'on a vus dans l'actualité, même la plus récente, ils peuvent compter sur l'adhésion ou l'acceptation ou la complaisance d'une assez grande partie de la population. Par exemple, l'oppression des femmes en Afghanistan ne rencontre pas suffisamment de rejet de la part d'une pluralité de mâles afghans, même s'ils sont d'une autre ethnie que les talibans. Et c'est là que, je crois, nous arrivons à un problème central, qui est, avec toutes les dissensions internes que connaît l'Afghanistan comme d'autres pays en connaissent, il reste que l'élite gouvernementale afghane, pendant le temps de l'occupation américaine, n'a pas su convaincre l'opinion mondiale que le combat contre les talibans était véritablement un combat pour les droits universels de l'humanité. Et aujourd'hui, le défi prodigieux auquel se confrontent les amis de M. Massoud et tous les Afghans qui refusent ce régime doit être de convaincre une humanité distraite par tant d'autres problèmes que le combat contre les talibans pour les droits de la moitié de l'humanité concerne l'ensemble de l'humanité,
puisqu'il s'agit de rien de moins qu'un combat contre l'esclavage des femmes. Mais alors, c'est ce qui nous choque quotidiennement, Ahmad Massoud, lorsqu'on a des images ou des témoignages venus d'Afghanistan. Comment expliquer à la fois donc cette politique vis-à-vis des femmes et la manière, je ne sais pas quel verbe utiliser, mais dont celle-ci semble tolérée, comme le disait en substance d'ailleurs Michael Barry. Let's just not forget the Écoutez, il ne fact faut that pas oublier quand même que l'Afghanistan a connu plus de 50 ans de guerre. Ces guerres ont eu un prix terrible pour la société afghane en général. Et au cours des 20 dernières années, malheureusement, alors qu'il y avait une opportunité de développement dans notre pays, de nombreux facteurs, et là je rejoins tout à fait Michael Barry, les politiques des 20 dernières années n'ont pas réussi à atteindre les aspirations du peuple afghan. Mais les guerres qui ont éclaté, dans une certaine mesure, ont rendu impossible la réalisation de ces objectifs. Pour autant, le peuple afghan est... Disons que cette idéologie talibane est en fait étrangère à la plupart des Afghans. C'est la raison pour laquelle mon père résistait, c'est pourquoi nous résistons. Pourquoi ? Parce que nous croyons en l'égalité des droits pour les hommes et les femmes, nous croyons en la liberté, la démocratie, etc. Je veux dire, et ça, c'est quelque chose qui est partagé par nombre d'Afghans. C'est une opinion quand même heureusement répandue. Mais hélas, et là, on peut le dire, au cours des 20 dernières années, qu'est-ce qu'on a vu ? Au cours des 20 dernières années, certes, on a vu des filles aller à l'école, des jeunes femmes à l'université. Il y a eu des réalisations quand même qu'il ne faut pas oublier, mais la reprise du pouvoir par les Afghans nous a ramené 50 ans en arrière. Vous-même, vous avez étudié la religion, Ahmad Massoud. Est-ce qu'il y a une spécificité de l'islam afghan qui pourrait expliquer cette manière que les talibans ont d'envisager, par exemple, le statut des femmes ? Écoutez, ce que disent les talibans, c'est que leur idéologie est celle justement de l'islam et celle du peuple afghan. C'est ce qu'ils affirment. Moi, ce que je peux vous dire en toute certitude, c'est que ça n'est absolument pas le cas. C'est un mensonge pur et simple. Cette idéologie, cette version extrémiste de l'islam est arrivée en Afghanistan pendant la guerre froide. C'était un instrument très utile justement dans les jeux géopolitiques contre les soviétiques. Mais même avant cela, même au Pakistan, le Pakistan n'était pas extrémiste à ce point-là. Mais pendant la guerre froide, dans la guerre froide contre les soviétiques, il y a eu des écoles religieuses, des madrasses, qui ont été créées notamment en Afghanistan et au Pakistan pour lutter contre les soviétiques. Et cette mesure tactique qui a consisté à se servir de cet outil de l'extrémisme islamique à des fins géopolitiques, en lui laissant les mains libres, a pu créer l'instabilité en Afghanistan. Et alors, lorsque les talibans sont arrivés, alors au départ, il y avait un espoir de voir évoluer les choses, mais très vite les gens ont bien compris que la nature talibane est complètement étrangère à la mentalité afghane. On n'avait pas une telle oppression des femmes, on n'avait pas cette version extrémiste de l'islam en Afghanistan avant ça. Et au cours des 20 dernières années et pendant l'époque de mon père, justement, on a dénoncé l'idéologie talibane. Aujourd'hui, les talibans, évidemment, sont dans une situation confortable pour eux parce qu'ils ont isolé le peuple afghan. Les talibans ont torturé, emprisonné, ont commis des atrocités contre les femmes au cours des 2 dernières années. Et pendant ce temps-là, le monde n'a pas condamné les talibans. Et non seulement ça ne s'est pas arrêté là, mais en plus de cela, ils reçoivent des subventions à hauteur de $50 millions
$, chaque semaine. Alors mettez-vous à la place d'un homme ou d'une femme en Afghanistan. Vous avez tous ces jeux politico-financiers, des gens, alors que la communauté internationale traite avec des criminels à Doha, et les femmes, dans toutes les négociations, n'avaient même pas droit de citer. Dans les accords conclus à Doha avec les talibans, pas un mot sur les femmes. Et là, on en est à se battre pour l'égalité des femmes, la démocratie. C'est le peuple entier afghan, là, qui est derrière ça. Michael Barry, qu'est-ce que vous en pensez de la manière dont les talibans, aujourd'hui, incarnent une forme d'islam radical, obscurantiste, alors que celui-ci n'est pas, a priori, dans la tradition afghane? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé d'abord, c'est que les talibans ont été créés comme instrument, puisqu'on parle de géostratégie, comme instrument de la politique pakistanaise. Le Pakistan, depuis sa création en 1947, a considéré l'Afghanistan, qui était à l'époque pro-indien et même pro-soviétique, et en tout cas irrédentiste pour essayer de récupérer certains territoires devenus pakistanais. Ce Pakistan a misé sur un extrémisme islamiste sunnite pour porter celui-ci au pouvoir à Kaboul et faire de Kaboul un allié, pour ne pas dire un vassal, du gouvernement pakistanais. Cela a été une politique cynique, mais ouvertement soutenue tant par la Chine que par les États-Unis pendant l'occupation soviétique dans les années 1980, à soutenir une mouvance extrémiste sunnite, alors que environ 20% de l'Afghanistan est chiite. C'était une sorte de garantie offerte par le Pakistan à Washington et à Pékin qu'un futur Afghanistan post-soviétique ne glisserait jamais sous influence iranienne. C'était pour véritablement décerveler un Afghanistan plutôt enclin à des politiques laïques depuis 1919. C'était pour véritablement river sur l'Afghanistan une dictature obscurantiste pour assurer aux généraux pakistanais que l'Afghanistan post-soviétique ne redeviendrait plus jamais un État souverain viable et capable de nouveau de se rapprocher de l'Inde. C'est ce jeu terrible qui a expliqué la montée au pouvoir des talibans, lesquels ont été alimentés du point de vue militaire et financier jusqu'à leur victoire par les services pakistanais. Bon, alors si on suit Michael Barry et Ahmad Massoud, la malédiction de l'Afghanistan, c'est le Pakistan. Le Pakistan n'a pas que des amis, je pense notamment à l'Inde qui vient d'être évoquée. Quelle possibilité aujourd'hui face à ce régime? Comment peut-on imaginer le futur? Est-ce qu'il faut nécessairement s'attaquer au Pakistan, ou bien aujourd'hui, est-ce que les talibans ont suffisamment de pouvoir pour agir de manière autonome? Well, first of all, on the previous question, pour la question précédente évoquée par le professeur Michael Barry, il a présenté les choses de manière très claire et très juste. Vous avez un peuple afghan innocent, pour ainsi dire. Vous avez des jeux géopolitiques régionaux et internationaux qui ont mis le chaos dans notre pays. Alors, se retourner contre le Pakistan, la solution ne sera pas là. À mon sens, la solution consiste plutôt à dissoudre ou résoudre la rivalité entre les puissances régionales et les États-Unis. C'est surtout là que tout se joue. On a vu l'évolution des relations entre les deux grands rivaux, l'Iran et l'Arabie saoudite. Ce rapprochement a eu une incidence considérable au Yémen. Moi, je me dis qu'une réconciliation entre l'Iran et les puissances régionales, même la Russie et les États-Unis, là, il y aurait une incidence palpable en Afghanistan. Mais à l'échelle locale, au terrorisme, il faut quand même se rappeler que les talibans ont fait de l'Afghanistan un terrain fertile pour le
terrorisme régional et international. À l'heure où je vous parle, il y a 21 groupes terroristes qui circulent librement en Afghanistan. Et regardez Boko Haram en Afrique, ils s'appellent les talibans d'Afrique. Et depuis la prise du pouvoir des talibans à Kaboul, leur organisation sœur au Pakistan a gagné en puissance. Donc il y a vraiment un intérêt à lutter contre ces mouvements terroristes et autoritaires. Et notre obligation, c'est ensemble. Je ne dis pas que le monde entier ou l'Occident doivent envoyer des troupes, mais au moins appuyer les forces démocratiques. Pensez-vous, Ahmad Massoud, que les talibans soient en quelque sorte un modèle pour toutes les organisations terroristes du monde entier, celles qu'on voit agir par exemple au Niger ou ailleurs? Mais oui, absolument. Et je vais vous donner des exemples de cela. Dans les années 90, lorsque les talibans sont arrivés sur la scène, et comme l'a souligné Michael Byrne de manière très précise, il n'y avait pas les talibans du Pakistan, par exemple. Ça n'existait pas. Il n'y avait pas les talibans du Tadjikistan, qui s'appellent maintenant les talibans du Tadjikistan. Il n'y avait pas les Boko Haram, ces autres groupes. Il n'y avait que il n'y avait pas l'ISIS non plus, il n'y avait pas que Daesh. Les talibans étaient seuls, mais ils ont été donc instrumentalisés dans ces jeux géopolitiques et ils sont devenus effectivement un modèle pour les organisations terroristes du monde entier. Michael Barry, ça veut dire qu'il y a eu une véritable transformation de la société afghane. On a d'ailleurs envie de dire, au vu de la situation, hélas, qu'il y a une sorte d'enfoncement et on ne voit pas aujourd'hui comment cette société pourrait retrouver une vision plus pacifique des choses, faire en sorte que ceux qui la gouvernent ne soient pas les talibans. Vous qui connaissez parfaitement la culture afghane, qui avez enseigné à l'université américaine de Kaboul, qu'en pensez-vous ? Je pense que la génération montante de garçons scolarisés selon le curriculum des talibans va présenter un défi régional et mondial. Les talibans veulent susciter une nouvelle génération entièrement acquise à leurs idées, une génération masculine bien sûr, et un des fondements de ce régime, c'est précisément l'esclavage des femmes. J'emploie le terme à dessein, esclavage des femmes, et je tire une comparaison qui est terrible pour mon propre pays, les États-Unis. Il est vrai que la confédération esclavagiste du 19e siècle s'est perpétuée dans certaines mentalités jusqu'à nos jours, parce qu'après tout, elle faisait appel à certains éléments culturels qui existaient bien aux États-Unis. C'est pour ça que le racisme a été perpétué. Et cela existe dans la société afghane. Et le défi, je crois, pour M. Massoud et tous ses amis, c'est de contrecarrer cet enracinement culturel que veulent assurer les talibans. Ahmad Massoud, qu'est-ce que l'on peut faire pour vous aider? Vous êtes en France depuis quelques jours, vous avez vu beaucoup de gens. Est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement français est prêt à vous aider? En tout cas, je l'espère, mais vous savez, je suis ici pour dire que le peuple afghan, depuis quelques années, a pu démontrer qu'il était prêt à résister devant ces régimes terroristes. Comme Michael Barry l'a dit, les talibans ont dit publiquement qu'ils allaient construire 5 madrasas djihadiques. Je ne parle pas d'écoles religieuses classiques. Il y a des écoles qui enseignent la religion, mais les madras, les écoles de djihad sont là pour créer et mener des guerres fanatiques. C'est ça leur objet. Et ils vont construire 5 établissements de ce type dans chacun des districts d'Afghanistan. Il y a pour l'instant 400 districts, ce qui veut dire qu'il y aura 2000 madras djihadiques, 5 fois 400, qui vont
former des milliers, voire des millions de jeunes fanatiques qui vont imposer leur idéologie à l'Afghanistan. Ils le font pourquoi? Parce qu'évidemment, le peuple afghan ne croit pas aux talibans. Le peuple afghan a rejeté les talibans, a rejeté les talibans par la voie électorale. Donc, ils n'auront jamais l'assentiment du peuple, ni par les élections, ni par la violence. Donc maintenant, ils cherchent tous les moyens. Alors, il y a les formes militaires, mais maintenant, c'est l'endoctrinement culturel qui est utilisé. C'est la raison pour laquelle on a besoin d'aide de l'extérieur, comme l'a souligné Michael Berry. Malheureusement, même pour ces talibans. Et ça ne concerne pas que l'Afghanistan. Il y a 3 grands éléments qui sont en jeu. D'abord, vous avez des groupes terroristes internationaux qui sont complètement alignés sur les talibans. Deuxièmement, et ça c'est le narcotrafic, le trafic de drogue qui est complètement lié aux talibans à l'échelle mondiale. Et puis, encore une fois, en raison de ces jeux géopolitiques, eh bien, les grandes puissances se servent d'eux comme instrument. Et c'est la raison pour laquelle on a besoin d'amis internationaux qui croient en la démocratie pour appuyer, pour nous accompagner. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, d'envoyer des troupes. Il y a suffisamment de militaires en Afghanistan. Non, c'est un soutien politique, militaire, financier, culturel pour accompagner les forces démocratiques d'Afghanistan et dans le monde entier, parce que sinon, c'est la démocratie qui sera en retrait, en régression, et ce sera le totalitarisme et le terrorisme qui seront au pouvoir. Un dernier mot, Michael Barry. Est-ce que cela signifie aujourd'hui que le monde peut encore aider l'Afghanistan? Bien sûr que le monde peut aider l'Afghanistan, je dirais même que le monde doit aider l'Afghanistan, mais le défi que confronte M. Massoud et ses amis, c'est de convaincre le monde qu'aider l'Afghanistan, ce n'est pas seulement aider une faction dans une guerre régionale, c'est aider une cause qui concerne l'humanité entière. C'est ce que vous nous avez expliqué. Merci beaucoup, Michael Barry. Votre dernier livre, Le Cri afghan. Merci Ahmad Massoud de nous avoir rendu visite. Notre liberté, c'est le livre que vous avez publié aux éditions Bouquin et vous étiez traduit ici par Robert Wolfenstein. Dans quelques instants, l'info, et juste après l'info, mes camarades Lucille Como et François Saltiel.